Très bien, donc on va enchaîner avec le dernier exercice de cette série, hein, l'exercice 4. Alors, bon, bonne nouvelle, hein, j'ai récupéré un stylo bleu, décidément, hein, donc ça consomme quand même. Alors, l'exercice 4, je vais vous montrer l'énoncé d'abord. Alors, ça concerne toujours un petit peu l'idée de l'approche ordinale, à savoir que puisque ce qui nous intéresse, c'est l'ordre de préférence, c'est-à-dire juste est-ce qu'un panier est préféré à un autre ou pas, eh bien, on peut représenter le même classement par plusieurs fonctions d'utilité. Donc, plusieurs fonctions d'utilité peuvent donner le même classement. Très bien, c'est ce qu'on va travailler ici. Alors, vous avez 6 fonctions d'utilité ici. Vous avez eu un qui est égal à x1, donc on a changé un petit peu par rapport à xy. Donc, x1 fois x2, 1 demi, d'accord. U2, x1, x2 est égal à x1 à la puissance 3, x2, 3, 2. U3, donc troisième fonction d'utilité, x1 à la puissance 1 demi, x2 à la puissance 1 quart. Après, vous avez la quatrième x1 fois x2. La cinquième 4x1, 4 moins 12x1 au carré, x2 plus 9x2 au carré. Je lis parce que comme il y a plusieurs puissances, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. U6, pardon, c'est 2x1 au carré moins 3x2. Ok. Alors, question, rappelez pourquoi les mêmes préférences peuvent être représentées par plusieurs fonctions d'utilité équivalentes. Je viens d'ailleurs de le dire, mais bon, voilà. Les fonctions 1, 2, 3, est-ce qu'elles représentent les mêmes préférences, le même ordre de préférence? Est-ce que les fonctions d'utilité 4 et 5 représentent les mêmes préférences? Et enfin, montrer que les fonctions 5 et 6 représentent les mêmes préférences. Donc, quand on parle préférence, ordre de préférence, ça veut dire juste le classement. Hein. Donc, ne soyez pas impressionnés le jour de l'examen. Ça veut dire juste est-ce qu'il s'agit du même classement ou pas. D'accord? Très bien, allons-y. Donc, première question. Je vais la faire oralement pour gagner du temps. D'ailleurs, je viens de la rappeler. Donc, les mêmes préférences, ça veut dire les mêmes classements. Pourquoi ils peuvent être représentés par plusieurs fonctions d'utilité? Parce que, justement, ce qui compte pour l'étude du choix du consommateur, d'accord, c'est uniquement l'ordre de préférence. Est-ce qu'un panier est préféré à un autre ou pas? D'accord? De combien il est préféré? Donc ça n'a aucun impact sur le choix du consommateur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si j'ai deux paniers, on avait parlé dans le cours magistral, l'un, il a une utilité de 20 et l'autre, il a une utilité de 10. C'est-à-dire que U de A est égal à 20, U de B est égal à 10. Donc là, si je compare les deux chiffres, je constate que U de A est supérieur strictement à U de B. Qu'est-ce que j'en déduis? A est préféré à B. Donc, en tant que consommateur rationnel, je vais choisir A. Je choisis toujours le panier qui me donne le plus de satisfaction, ce que je préfère, pour être logique et cohérent, n'est-ce pas? Très bien. Alors, maintenant, imaginons que U de A est égal toujours à 20, mais U de B est égal à 19. Qu'est-ce que ça change? Ben, rien. Bien sûr, ce n'est pas le même écart, parce que tout à l'heure, il y avait 20 avec 10. C'est-à-dire que le panier A, il donnait 2 fois plus de satisfaction que B. Maintenant, l'écart de niveau d'utilité s'est rétréci, il est devenu très petit. Donc, U de A est égal à 20 et U de B est égal à 19. Donc, la différence, c'est juste un petit 1. Mais, est-ce que ça change le choix du consommateur? Non, puisque U de A est supérieur à U de B, donc A est préféré à B. Et par conséquent, le consommateur rationnel, il va préférer le panier A au panier B, même si l'écart d'utilité entre les deux, il est devenu très petit. 1, en l'occurrence. Donc, A est préféré à B, donc il va choisir toujours le panier A. Donc, que l'écart soit égal à 1 ou égal à 10 ou égal à 30 000 ou 30 millions, ben, le consommateur, ce qui l'intéresse, c'est quoi? Qu'est-ce qui est supérieur? Quel est le panier qui donne plus de satisfaction? Et donc, c'est pour ça qu'on fait attention uniquement à l'ordre de préférence et non pas l'intensité de préférence, le degré hein, donc avec lequel je préfère un panier à un autre qui dépend de l'écart d'utilité entre les deux paniers. C'est pour ça qu'on utilise l'approche ordinale. Ce qui compte, c'est l'ordre de préférence. Et à partir de là, donc, je peux avoir plusieurs fonctions d'utilité. Une fonction d'utilité qui va me donner un écart très important, d'accord, entre A et B, avec A supérieur à B, et une autre qui va me donner un écart qui est très petit, mais toujours U de A est supérieur à U de B. Dans les deux cas, les deux fonctions d'utilité, elles vont me donner le même classement. Et par conséquent, le même classement peut être représenté par plusieurs fonctions d'utilité qui sont équivalentes parce qu'ils donnent le même classement, le même ordre. Tant qu'ils donnent A préféré à B,
elles sont équivalentes. Même si leurs formules elles sont différentes, même si les chiffres d'utilité qu'ils vont nous permettre d'obtenir, ils vont être différents, c'est pas grave, hein. Donc, tant que A est préférable à B, peu importe les chiffres qui sont utilisés. Voilà un petit peu, hein, donc c'est une sorte de rappel, hein, donc cette première question. Deuxième question maintenant. Est-ce que les fonctions 1, 2, 3 représentent le même ordre de préférence? Ok, donc c'est-à-dire la fonction U1, U2 et U3. Alors ici, hein, donc bien sûr, vous pourriez, si vous voulez, hein, donc prendre des paniers et essayer de calculer les indices d'utilité de ces paniers avec U1, avec U2, avec U3. Et vous voyez ce qu'ils donnent le même classement ou pas, hein, comme dans l'exercice précédent. Mais sinon, il y a une méthode qui est plus rapide. La méthode plus rapide, c'est quoi? Ben, quand est-ce que des fonctions d'utilité représentent le même classement? Lorsque l'une est une transformation montante croissante de l'autre. Donc là, ça nous permet, comme j'ai dit, enfin, comme je l'ai montré dans la dernière question de l'exercice précédent, donc ça nous permet d'aller plus vite et de répondre correctement aussi, d'accord? Donc, autrement dit, est-ce que je peux dire que U2 est une TMC de U1? Si la réponse est oui, donc ça veut dire que U1 et U2, ils représentent le même ordre de préférence. Ensuite, est-ce que U3 est une TMC de U1? Donc, si la réponse est oui, ça veut dire que U3 et U1, ils représentent le même ordre de préférence. Donc, si U1 et U3 représentent le même ordre de préférence, U1 et U2 représentent le même ordre de préférence, donc pas transitivité encore une fois, hein, logiquement, U3 et U2, ils représentent le même ordre de préférence. Et là, je vais trouver que les trois fonctions d'utilité 1, 2, 3, ils représentent le même ordre de préférence. D'accord? Donc, on va partir sur cette démarche parce que c'est plus rapide. Très bien. Alors, je vais commencer par la première. Alors, U1, je écris U1 est égal à X1 fois X2 tout à la puissance 1 demi. Et j'ai U2 qui est égal à X1 à la puissance 3, X2 à la puissance 3 sur 2. OK? Alors, pour justement déterminer est-ce que U1 et U2, donc c'est, enfin, il y a une relation entre les deux, donc U2 est une TMC par exemple de U1 ou l'inverse, donc on essaie de voir les deux conditions, c'est-à-dire d'abord est-ce que U2 c'est une composée de U1 et est-ce qu'il donne le même classement. Donc premièrement, donc U2 est une TMC de U1, donc est-ce que U2, d'abord, première condition, est-ce que U2 est une composée de U1, c'est-à-dire est-ce que je peux écrire U2 en fonction de U1? C'est ça ma question. Donc, qu'est-ce que je remarque ici? Vous voyez, hein, donc j'essaie d'établir, puisqu'on a multiplication, donc je vais établir la relation entre les x1 et après entre les x2. Okay? Donc, qu'est-ce que je remarque? Eh bien, j'ai x1 à la puissance 3 et j'ai de l'autre côté x1. Quelle est la relation entre les deux? Quand est-ce que je peux écrire ça égal à ça? Eh bien, lorsque effectivement, hein, donc x1 est à la puissance 3. D'accord? Pareil, x2, 3, 2. Donc, je commence toujours par les éléments qui composent la fonction. Hein, donc, je cherche à démontrer que c'est une TMC. Donc, c'est U2 qui est une TMC de 1. Donc, on commence par U2, les éléments de U2. Donc, x2 à la puissance 3 sur 2. Et la relation avec x2 de U1, c'est-à-dire qui est à la puissance 1 demi. Quand est-ce que je peux écrire ça? Égalité. Alors qu'ils n'ont pas la même, c'est vrai qu'ils ont la même base, la même variable, x2, x2, mais ils n'ont pas la même puissance. Qu'est-ce qui manque ici? Je ne peux pas écrire 3,2 est égal à 1 demi. Quand est-ce que 3,2 est égal à 1 demi? Lorsque tout ça est à la puissance aussi 3. Parce que si à la puissance 3, ça fait quoi? x2 à la puissance 3 fois 1 demi. Donc ça donne 3 demi. Donc là, égalité. Donc qu'est-ce que je remarque? Donc les éléments de U2, ils sont ici. Et les éléments de U1, ils sont là. Qu'est-ce que je remarque? Eh bien, U2 est égal à quoi? Est égal à U1 à la puissance 3. Tout simplement. Okay? Et donc, c'est une composée de U1 parce que j'écris U2 en fonction de U1, bien sûr. Okay? Donc, on va écrire ça. Alors, on a U2, X1, X2,
qui est égal à x1, bien sûr, à la puissance 3, ok, fois x2 à la puissance 3 sur 2, ok. Donc, je vais essayer d'écrire x1 à l'intérieur de cette expression. Donc, ça fait quoi? Bah, ça fait x1 à la puissance 3, ok. Et ça fait x2 à la puissance, on va dire, donc, qu'est-ce que j'ai dans U1? En U1, j'ai x2 à la puissance 1 demi. Donc, je vais faire apparaître 1 demi ici. Ok. Alors, 1 demi, pour que ce soit 3 sur 2, donc je dois mettre aussi à la puissance 3, bien sûr. Ok. Très bien. Alors, j'ai ici a à la puissance n fois b à la puissance n est égal à a fois b à la puissance n. Donc, pareil, a c'est x1. B, c'est x2 à la puissance 1 demi, le tout à la puissance 3. Or, ici, c'est quoi? C'est U1. Donc, j'essaie de faire apparaître U1 dans l'expression de U2. C'est ça l'objectif de la démonstration. Et donc là, ça fait U1, bien sûr, à la puissance 3. Donc, U2 est égal à U1 à la puissance 3. Donc, ça veut dire que U2, c'est une composée de U1. Première condition, bien sûr, qui est vérifiée. Après, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend deux paniers, d'accord, quelconques, et on l'applique un petit peu, on calcule, hein, donc U1 pour les deux paniers, l'indice d'utilité avec la fonction U1, et on classe les deux paniers. Après, on regarde pour les mêmes paniers avec la fonction d'utilité U2. S'il y a le même classement, bien sûr, donc ça va nous donner la condition, hein, donc la deuxième condition vérifiée. Sinon, bien sûr, ce n'est pas respecté. D'accord? Très bien. Alors, si je prends un panier A, donc pour voir est-ce qu'on a le même classement ou pas, je prends 2. J'essaie de prendre des petits chiffres, hein, pour ne pas encombrer le calcul. OK? Alors, 2. Et on va dire 4, ok. Et un autre panier, par exemple, on va dire B. On va prendre peut-être 3, pareil. Et j'essaie aussi, hein, donc d'avoir, hein, donc un chiffre, par exemple 9. Ok, voilà. Et donc là, vous prenez ces deux paniers, vous calculez U1A. U1A est égal à quoi? Ben, c'est 2 fois x2, c'est-à-dire 4 à la puissance 1 demi. U1B, pareil, c'est 3 fois 9 à la puissance 1 demi. Ok. Donc ça nous fait 2 fois 2, ça fait 4. Et là, ça nous fait 3 fois 3, 9. Donc là, qu'est-ce que je constate? Je constate que U1 de B est supérieur à U1 de A. Donc, B est préféré à A. Okay. Donc, vous essayez de faire le même calcul avec U2. Donc, si ça vous donne le même classement, donc c'est une composée. Et effectivement, ça va nous donner le même classement. Donc, juste pour gagner du temps, donc je ne vais pas faire le calcul. Donc, U2A ou U2B, pardon, on va trouver aussi que est supérieur à U2A. Et donc, par conséquent, parce que c'est juste à la puissance 3, hein, donc tout ça. Donc, U de B supérieur à U de A, donc ça veut dire que B est préféré à A. Donc, on a le même classement. Le même classement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux conditions sont vérifiées. C'est une composée de U. U2, c'est une composée de U1 et il donne le même classement. Donc, U2, c'est une transformation monotone croissante de U1. Et donc, si c'est une transformation monotone croissante, il représente le même ordre de préférence. N'est-ce pas? Très bien. Donc, maintenant, U1 et U3. Alors, est-ce que U3 est une TMC? Donc, question de U1. Donc, la même démarche. Hein, donc, la même démarche. Alors, U3 est égal à combien? Donc, c'est x1 à la puissance 1 demi, x2 à la puissance 1 quart. Et U1, bien sûr, toujours, c'est x1 fois x2 à la puissance 1 demi. Très bien. OK. Très bien. Donc, j'essaie d'établir une relation entre les deux. Donc, qu'est-ce que je remarque? Hein? Donc, x1
dans U3 est égal à x1 à la puissance 1 demi. Et U1, on a x1. Donc la relation entre les deux, ben, c'est que x1 1 demi U3 est égal à quoi? X1 à la puissance 1 demi dans U1. Pareil ici, x2, ça c'est x2, à la puissance 1 quart est égal à quoi? X2 à la puissance 1 demi, le tout à la puissance 1 demi. Comme ça fait 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 sur 4. Et donc là, je remarque que U3 est égal à quoi? À U1, le tout à la puissance 1 demi. Donc je vais partir toujours de la fonction que je cherche à démontrer comme étant une TMC. Donc U3 est égal à X1 à la puissance 1 demi, X2 à la puissance 1 quart, n'est-ce pas? Très bien. Donc, j'essaie de faire quoi? De faire apparaître l'expression de U1 ici à l'intérieur de U3. De quoi se compose U1? Donc, d'abord X1. Donc, X1, je mets le tout à la puissance 1 demi. OK? Ensuite, X2. Donc, je dois montrer X2 à la puissance 1 demi. Mais, ici, U3, j'ai quoi? À la puissance 1 4. Mais je sais que 1 demi fois 1 demi, ça me donne 1 sur 4. Et pour que ce soit le cas, je vais élever le tout à la puissance 1 demi aussi. Donc comme ça, je multiplie 1 demi fois 1 demi, ça va me donner 1 sur 4. Donc j'ai la même puissance ici. Donc ça veut dire que j'ai x1 fois x2 à la puissance 1 demi, le tout à la puissance 1 demi. Et comme ça, je fais apparaître l'expression de quoi? De U1. Donc ça fait U1 au total à la puissance 1 demi. Vous voyez? Très bien. Donc U3, c'est une composée de U1. Voilà, je viens de le démontrer. Très bien. Donc on continue. Alors U3, c'est une composée, voilà, de U1, n'est-ce pas? Très bien. Alors, après, je prends deux paniers, A et B, comme on a dit tout à l'heure. D'accord? Et on calcule U1, donc on l'a déjà calculé. On calcule U3. OK? Donc là, par exemple, hein, donc on a U3 de A est égal à U1 à la puissance 1 demi, c'est-à-dire racine carrée. Et racine carrée hein, donc de A, bien évidemment, c'est quoi? Eh bien, c'est 4 à la puissance 1 demi, ça fait 2. Et U3B, bah pareil, c'est U1 racine carrée de B. Donc ça fait 9, 1 demi. On a déjà calculé ça tout à l'heure. Donc ça fait racine carrée de 9, ça fait 3. Et donc là, pareil, on remarque que U3A est inférieur à U3B. Donc ce qui implique bien sûr que B est préféré à A. Donc on a le même classement qui est donné par U1. Même classement que U1. Donc, par conséquent, puisque c'est une composée de U1, et en plus dans le même classement qu'U1, donc U3, c'est une TMC de U1. OK? Voilà. Donc, finalement, hein, donc on a U3 et U1 donnent le même ou représentent le même ordre de préférence. Donc, U1 et U3 représentent le même ordre de préférence. U2 et U1, pareil, même ordre de préférence. Donc, cela implique bien sûr que les trois, ils représentent le même ordre de préférence, par transitivité si vous voulez. Donc, les trois, ils représentent le même ordre de préférence. OK? Très bien. Voilà pour cette question. Alors maintenant, il nous reste deuxième et troisième question. Les fonctions d'utilité U4 et U5. Donc je vais les retranscrire ici. On a x1 fois x2 pour U4. U5, c'est 4x1, 4 moins 12 x1 au carré fois x2 plus 9 x2 au carré. Donc là, pour voir est-ce qu'il représente le même ordre de préférence ou pas, donc on va voir est-ce que U5 par exemple, c'est une TMC de U1. Donc là, je ne vois pas quel est le rapport entre les deux, effectivement. Donc, est-ce que je peux faire apparaître x1 fois x2, ici x1 fois x2, mais à part ça, je ne peux pas mettre
ou introduire, ou faire rentrer l'expression de x1 fois x2, ici tout entier, parce que si j'ai x1, x2, j'ai encore ici 4x1, 4, plus 9x2 au carré, donc ça ne peut pas être factorisé, le tout en fonction de x1, x2. Par conséquent, je ne peux pas écrire U5 en fonction de U4. Donc là, directement, j'écris U5 ne peut pas être écrite en fonction de U4. Donc il n'y a pas moyen de factoriser l'expression de U4 à l'intérieur de U5. Par conséquent, donc U5 n'est pas une composée, d'accord, de U4. Donc si ce n'est pas une composée de U4, donc ça veut dire que U5 n'est pas une TMC de U4. Et donc si ce n'est pas une TMC, donc U4 ne représente pas, donc ne représente pas le même ordre de préférence. Ok? Ne représente pas le même ordre de préférence. Voilà la réponse. Et dernière question, la quatrième. Donc c'est U5 et U6. Alors U5, ben, on vient de l'écrire, hein, donc 4x1, 4 moins 12x1 au carré, x2 plus 9x2 au carré. Et U6 est égal à 2x1 au carré moins 3x2. Voilà, donc pareil, est-ce que U6 ou U5 plutôt est une TMC de U6? Je rappelle, hein, donc les deux sont valables dans les deux sens d'ailleurs. Est-ce qu'ils représentent le même ordre de préférence? Donc est-ce que U5 est une TMC de U6? C'est ça la question. Très bien. Alors pour cela, pareil, composé, et est-ce que c'est le même classement? Alors U5, donc qu'est-ce que je remarque ici? Dans U5, je reprends son expression, elle est là. Donc 4x1, 4 est égal à quoi? Bah, c'est 2x1, le tout au carré, n'est-ce pas? Très bien, donc je vais mettre ça. 2x1 au carré. 2x1 au carré, le tout au carré. Ensuite, moins 12x1 au carré fois x2. D'accord? Donc là, je remarque en fait que c'est une identité remarquable de type a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc j'essaie d'identifier à quoi est égal petit a, petit b. Je vais le faire, je dirais, je vais le mettre en évidence dans cette expression de U5. Comme ça, je peux en déduire la relation avec U6. D'accord? Donc 2x1 au carré, ça fait 12, c'est égal à quoi? Bah, c'est moins 2, c'est 2, ok? Fois, d'accord, ici on a 2, donc ça veut dire 2, je vais mettre aussi 2. Donc qu'est-ce qui me reste pour avoir 12? Donc j'ai ici moins 2 fois 2, ça fait 4, fois 3. D'accord? Très bien. x1, ok, au carré, fois x2. Hein, donc ça me fait quoi? Moins 2 fois 2 fois 3, ça fait moins 12. x1 au carré fois x2. C'est ce que j'ai exactement ici. Vous voyez, cette expression-là. Donc, moins 12, je l'ai décomposé. Ça fait moins 2 fois 2 fois 3. Et il me reste x1 au carré fois x2. Après, plus 9x au carré. Qu'est-ce que je remarque ici? Quels sont les éléments, les paramètres en commun? J'ai x1 au carré, il est là. x1 au carré, il est encore là. Et x2. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dernier terme, c'est plus. D'accord? Donc, ça fait, en quelque sorte, 9, c'est 3 au carré, bien évidemment. Donc, ça fait 3x2, le tout au carré. Voilà. Donc, ça c'est plus. Parenthèse, bien sûr. Plus, excusez-moi, parce que j'ai plus d'espace. Voilà.
3x2 au carré. Et donc là, j'identifie mon petit a, il est là. Ok, il est là. Ça, c'est moins 2ab. D'accord? Alors, AB, si vous voulez, donc on peut réécrire ça, c'est 2x1 au carré fois 3x2. Je vais le réécrire comme ça, ce sera plus clair. Ok? Alors, 2x1, ok, au carré, le tout à la puissance 2, moins 2 fois a, c'est ça, hein, c'est-à-dire 2x1 au carré. J'essaie juste de changer un petit peu l'ordre. Et après, qu'est-ce qu'il me reste? 3x2. Voilà. Donc tout ça. Voilà. Plus 3x2, le tout au carré. Voilà. Et donc là, effectivement, j'ai identifié petit a, il est là. A, encore une fois, il est là. Fois b, 3x2. Et là, c'est b. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça vous rappelle? Justement, l'identité remarquable dont je parlais à l'instant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai ici a au carré moins 2ab plus b au carré. Et ça est égal à quoi? C'est a moins b au carré. Je vais essayer de le factoriser. Donc, ça fait a moins b au carré. Donc, ça veut dire que U5 est égal à combien? Petit a, c'est 2x1 au carré, moins petit b, c'est-à-dire 3x2. Le tout au carré. Donc, toute cette expression-là, au départ, devient égale à 2x1 au carré moins 3x2. Et ça, c'est quoi? C'est U6, justement. U6, hein, donc on a dans l'énoncé. Elle est là. Donc, 2x1 au carré moins 3x2. C'est ce que j'ai ici. 2x1 au carré moins 3x2. Autrement dit, U5 est égal à quoi? U6 au carré. Et donc, U5 devient une composée, d'accord, de U6. Voilà. Après, bien sûr, vous pourrez vérifier pour le classement, vous prenez deux paniers, A et B, etc. Vous calculez, donc vous allez avoir le même classement, bien sûr. Donc, composé de U, U5 donne le même classement que U6 pour gagner du temps, d'accord, parce qu'on arrive à la fin de la vidéo. Donc vous pourrez prendre deux paniers A et B comme j'ai dit, vous calculez U5A, U5B, vous faites le classement, par exemple vous allez trouver que A est préféré à B ou B préféré à A, vous allez regarder ce que vous allez voir le même classement avec U6, donc U6A, U6B et vous calculez. Donc on va avoir le même classement que U6, les deux conditions étant vérifiées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que U5 c'est une TMC de U6. Et donc, si c'est une transformation monotone croissante, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il représente le même ordre de préférence pour répondre à notre question. Voilà, il représente le même ordre de préférence parce que U5, c'est une TMC de U6. Et encore une fois, au terme de cette série, d'accord, qu'on vient de terminer, sachez que lorsque je dis que V est une TMC de U, ça veut dire aussi que U est une TMC de U. Hein, donc c'est valable dans les deux sens. Si je dis que U5 est une transformation monotone croissante de U6, ça veut dire que U6 aussi est une transformation monotone croissante de U6. Parce que ici, U5 est égal à U6 au carré. Je peux écrire aussi U6 en fonction de U5. U6, ce sera U5 à la puissance 1/2, racine carrée tout simplement. Et donc, j'obtiens le même résultat, bien sûr. Ok. Très bien. Donc là, on arrête à ce niveau-là. Je crois qu'on a fait le tour un petit peu de, voilà, comment étudier la rationalité d'une relation de préférence, comment vérifier la rationalité d'un ordre de préférence. Donc toujours essayer de vous adapter aux questions. Donc ça, c'est très important le jour de l'examen, parce que souvent les étudiants, ils ont l'habitude de travailler certains types d'exercices à tel point qu'ils l'apprennent par cœur, et dès qu'on change un petit peu les questions ou les données, ils sont perdus le jour de l'examen. Donc il faut développez toujours la démarche, n'apprenez pas par cœur les exercices, ça sert à rien. Donc il faut apprendre par cœur la démarche, comme ça vous pourriez l'adapter en fonction des données de vos questions. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine série, la série 1, donc 3, et bon courage pour votre préparation.